Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Selon la célèbre coach en matière de leadership, Lolly Daskal, il y a 7 signaux qui indiquent l'échec d'une relation. Le ressentiment, le manque de respect, la malhonnêteté, la méfiance, la distanciation, l'attitude défensive et le mépris. Choisissez celui que vous voulez pour décrire les émotions qui régissent depuis des années les liens entre le Parti populaire européen, le PPE, et son affilié hongrois, le Fidesz, du Premier ministre Viktor Orbán. Pour une très grande majorité des chrétiens démocrates, le dirigeant hongrois est celui qui a constamment fissuré la démocratie dans son pays. Viktor Orbán a décidé cette semaine de quitter le premier groupe politique du Parlement européen pour éviter une expulsion formelle. Le président du PPE dans l'hémicycle, Manfred Weber, renvoie toute responsabilité vers le Premier ministre. C'est à propos de l'état de droit, à propos de ce qui se passe en Hongrie. C'est l'essence du problème et le problème, c'est l'approche provocatrice de certaines déclarations de Viktor Orbán contre l'Europe. Nous sommes des bâtisseurs de passerelles, mais de l'autre côté du pont, il n'y avait personne pour saisir cette approche. L'adhésion du Fidesz au PPE a protégé Viktor Orbán de fortes mesures de représailles face à sa dérive autoritaire. Mais cet isolement volontaire pourrait coûter cher à la Hongrie, qui a besoin du fonds de relance de l'Union européenne, un fonds qui est conditionné au respect de l'état de droit. L'usage de cette manne financière était au cœur d'un débat cette semaine à Bruxelles, mais pour des raisons différentes. La Commission européenne a prolongé les exemptions en matière de règles budgétaires afin d'atténuer le choc économique provoqué par la pandémie de Covid-19. La Commission européenne indique clairement que retirer trop rapidement ces mesures de soutien serait une erreur politique. Le meilleur moyen de maintenir la viabilité de la dette publique, le meilleur moyen de réduire les cicatrices et le risque de divergence économique, c'est de soutenir maintenant la reprise. Mais est-ce que les fonds annoncés sont employés comme il faut? Une étude par Finance Watch, un réseau pan-européen d'ONG, souligne que les pays en tête dans leur plan se préparent à dépenser une très grande partie de cet argent pour soutenir des industries non durables. L'Europe serait alors plus vulnérable au changement climatique et cela entraînerait une baisse du niveau de vie. Retrouvons Benoît Lallemand, secrétaire général de Finance Watch. Merci de répondre à nos questions. Vous avez analysé de près le plan de relance européen et vous estimez qu'une grande partie des fonds seront en fait perdus. Comment est-ce possible? Nous pensons que les gouvernements européens manquent une occasion incroyable de transformer l'économie, de rendre notre société plus résiliente. En résumé, ils éteignent un incendie plutôt que de reconstruire en meilleur. La plupart des dépenses en réponse à la pandémie se concentrent sur le maintien ou la réactivation de l'économie d'hier. Et parce que notre économie n'est pas durable, cela va entraîner plus de crises. Donc, chaque euro dépensé pour un système économique non durable, ce n'est pas seulement du gâchis, cela va entraîner de lourdes pertes à l'avenir. L'Union européenne et les États membres ont dépensé beaucoup d'argent pour éviter une hémorragie sur le marché du travail et vous soulignez qu'ils sont sur le mauvais chemin, mais aussi qu'ils augmentent les risques de ralentir la marche en avant de la qualité de vie. Quelles sont vos inquiétudes? Tout d'abord, nous appelons les gouvernements à aider les citoyens et les travailleurs quoi qu'il en coûte, c'est clair. Bien sûr, il était nécessaire à court terme d'apporter une aide sociale et des compensations financières à cause du confinement. Il faut employer l'argent de la relance pour une société plus juste, qui respecte l'environnement, qui offre des formations aux salariés pour la transition et les emplois de demain, de l'argent pour reconstruire les filets sociaux de sécurité, pour soutenir directement les ménages en difficulté et les petites entreprises, plutôt que les grandes sociétés qui en fait font davantage partie du problème. Lorsque vous arrivez avec ces résultats, quelles sont les réactions à Bruxelles et dans les autres capitales en Europe? La Commission et les États membres écoutent. Certains font des efforts dans la bonne direction. Le problème est que tout le monde est bloqué dans un paradigme économique et politique qui est cassé, où toutes les décisions sont prises à court terme. Une croissance du PIB à court terme, des cycles électoraux à court terme. Il est donc crucial que les citoyens fassent entendre leur voix pour que nous puissions réaliser des changements structurels. La Commission européenne a publié des perspectives économiques plus optimistes pour la fin de l'année. Est-ce que vous partagez ces perspectives?
Dans une certaine mesure, oui, mais honnêtement, la croissance du PIB dans 3 mois ou dans un an importe peu. Le produit intérieur brut est un faible indicateur de prospérité, de bien-être et de résilience. Ce qui compte, c'est où nous voulons être dans 30 ans et pas le trimestre suivant. Et honnêtement, lorsque l'on regarde le changement climatique et la courbe vers un réchauffement de plus de 4 degrés que nous observons, cela va entraîner des catastrophes à une échelle telle que cette pandémie ressemblera à une blague. Nous demandons au gouvernement de repenser la relance, de s'assurer que nous construisons la résilience plutôt que de courir vers la prochaine crise. Benoît Lallemand, merci d'avoir répondu à nos questions. À l'évidence, les experts sont divisés sur l'impact du plan de relance. Un peu comme tous les thèmes liés à la pandémie, de la vaccination au masque, en passant par le confinement. La France est un cas intéressant. Regardez ces images. Voici Nice, sur la Côte d'Azur, le week-end dernier. Des plages et des rues désertes, car la ville est confinée. Et voici Dunkerque, le long de la mer du Nord. Mêmes images, même situation. Et voici Paris au même moment où des milliers de citadins profitent d'un dimanche ensoleillé, comme si la pandémie n'avait jamais existé. Ces 3 villes sont en zone rouge. Apparemment, certaines sont plus rouges que d'autres. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine.